Avez-vous déjà entendu parler d'un miracle qui a défié la logique, la médecine et les mauvaises langues d'un village entier? Dans un coin reculé du sud-ouest de la France, là où la terre semblait aussi stérile que les espoirs d'un homme, est née une histoire que personne n'a jamais su expliquer. Un fermier condamné à la solitude, une cuisinière au cœur inébranlable, et 3 vies venues au monde contre toute attente. Bienvenue à Bellefontaine, un hameau où l'amour, la méfiance et le mystère se sont noués en une légende qui, encore aujourd'hui, trouble ceux qui essaient d'y voir clair. Que feriez-vous si le destin vous offrait ce que tout le monde croyait impossible? Le coq chantait quelque part entre les granges endormies quand le premier rayon de lumière déchira la brume épaisse sur la vallée de Bellefontaine. La ferme de l'Espérance, avec ses hectares de terre sèche et ses clôtures en bois fatigué, semblait figée sous le poids des décennies. Antoine Delmas, propriétaire de ces terres, observait l'aube depuis la véranda de sa vieille maison, une tasse d'expresso brûlant entre ses doigts calleux. Dans ses yeux fatigués brillait la tristesse d'un homme qui avait tout, sauf l'essentiel. « Antoine, tu comptes vraiment laisser cette terre sans descendance ?» lança brusquement Madame Odile, sa mère, en surgissant dans l'encadrement de la porte, tablier plein de farine. Sa voix tranchait comme un couteau bien affûté. Il répondit d'un souffle rauque, « Maman, il y a des choses qu'on ne choisit pas, et les enfants, ça ne pousse pas dans la poussière. » Odile fronça les sourcils, croisa les bras et soupira longuement, comme si elle portait le poids des générations sur ses épaules. L'infertilité d'Antoine n'était pas un secret honteux, c'était un fardeau public. Dans ce petit village, les rumeurs germaient plus vite que les herbes après la pluie. Chaque visite à l'épicerie, chaque messe du dimanche, s'accompagnait de regards curieux et de murmures malveillants. Ce matin-là, après l'échange amer avec sa mère, Antoine partit vers les écuries. Le chemin, fait de terre battue, longeait des prairies pauvres et des vaches maussades. Joseph, un des plus anciens ouvriers de la ferme, affûtait lentement un couteau près d'une barrière. « Bonjour, José, » dit Antoine. L'homme leva les yeux, un sourire discret aux lèvres. « Bonjour, patron. Tôt debout aujourd'hui. » Puis, comme s'il attendait le bon moment. « Vous connaissez le dicton ? Même une terre sèche cache parfois une graine. » Antoine s'arrêta, intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Joseph haussa les épaules, comme s'il révélait un secret sans importance. La vie surprend. Parfois, Dieu cache la semence jusqu'à l'heure juste. Cette phrase resta dans l'esprit d'Antoine comme une poussière collée à un manteau mouillé. Un peu absurde peut-être, mais elle raviva en lui quelque chose qu'il croyait éteint. Une étincelle d'espoir. En fin de journée, de retour à la maison, Antoine s'installa dans le grand salon, entouré de portraits anciens. Des hommes et des femmes fiers, entourés d'enfants, tous ayant rempli leur mission, transmettre. Lui, il se sentait comme le maillon brisé d'une longue chaîne. Cette nuit-là, le vent sifflait dans les volets quand Antoine fit un rêve étrange. Il marchait dans un champ aride où des fleurs sauvages surgissaient du sol, colorant tout autour. Au centre du champ, une femme aux cheveux noirs souriait en tenant 3 enfants dans ses bras, courant vers lui. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant, regarda le plafond de bois et murmura « Et si c'était encore possible ?» Il ne le savait pas encore, mais la réponse était déjà en route. Le lendemain matin, en buvant un café noir dans une cuisine silencieuse, Antoine entendit sa mère marmonner dehors. Curieux, il jeta un œil par la fenêtre. Odile affichait une feuille sur le poteau de l'épicerie en face. « Recherche cuisinière, ferme de l'Espérance. » Antoine fronça les sourcils. Ce n'était pas habituel, à Bellefontaine, d'afficher une annonce comme ça. D'habitude, tout se réglait par le bouche à oreille. C'était plus qu'un besoin, c'était un cri silencieux, un appel à combler le vide. L'après-midi, alors que le soleil glissait lentement derrière les collines, la première candidate se présenta. Une femme robuste, foulard noué sur la tête, l'air fatigué de celles qui ont déjà tout porté. Ils échangèrent peu. Antoine ne sentit rien. Les jours suivants, d'autres vinrent. Aucune ne semblait convenir. Jusqu'à ce matin pluvieux. La pluie venait de cesser,
Mais l'odeur de terre mouillée emplissait encore l'air lorsqu'Antoine, adossé au chambranle de la porte, vit apparaître une silhouette sur le chemin. Marie-Céleste s'avançait à pas décidés, une besace usée sur l'épaule et un parapluie tordu en main. Elle portait une robe fleurie toute simple et un sourire timide qui éclairait jusqu'aux recoins les plus sombres de la maison. « Bonjour, monsieur », dit-elle, d'une voix douce, mais assurée. « Bonjour », répondit Antoine, surpris par la jeunesse et la vitalité de la jeune femme. Odile s'approcha, la scruta de haut en bas comme on inspecte un lot au marché. « Tu sais cuisiner pour un vrai homme, ma fille ?» demanda-t-elle, sourcils levés. Marie sourit, sans ciller. « Si c'est un vrai homme, alors oui, madame. » Antoine étouffa un rire. Il y avait chez elle une étincelle, un contraste éclatant avec la torpeur qui pesait sur la ferme. Elle fut embauchée sur le champ, sans grande formalité. Et sans qu'Antoine ne s'en rende compte, c'est là que son destin commença à bifurquer. Les premiers jours, la présence de Marie se fit discrète, mais impossible à ignorer. L'arôme du cassoulet, du pain de campagne chaud et du café fraîchement passé remplaçait peu à peu l'odeur de renfermé. Il y avait plus que de la nourriture dans ces plats. Il y avait de la vie. Antoine, habitué à manger en silence, se mit à prolonger ses repas. Des conversations naquirent, souvent sur des banalités. La pluie annoncée, le prix du bétail, l'herbe qui ne poussait plus comme avant. Des mots simples qui, jour après jour, prenaient racine. Un soir, alors que Marie lavait la vaisselle et qu'Antoine lisait un journal froissé, elle lança, sans lever les yeux, « Belle ferme, mais elle semble triste. » Antoine abaissa le journal, la regarda. « Cette terre manque de rire d'enfant. C'est une grande maison, mais elle sonne creux. » Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Au contraire, on aurait dit qu'ils partageaient une même douleur, chacun à sa manière. Mais Bellefontaine n'était pas un lieu fait pour les secrets. La rumeur d'une jeune cuisinière chez Antoine se répandit plus vite qu'un feu de broussailles. À l'épicerie, à l'église, dans les parties de belote sur la place, les commérages fleurissaient. Il paraît qu'elle est jolie, la nouvelle. Antoine cherche plus que des repas, si tu veux mon avis. Et si c'était elle, celle qui réussirait enfin? Ces paroles, il les entendit par des amis à double face. Il ne disait rien, mais les ruminait, cherchant un sens caché. Un soir, au bistrot, il fut accosté par Émile, un ami d'enfance, à la langue bien déliée par le vin blanc. D'un geste jovial, il lui tapa dans le dos et lança « Mon vieux, si tu veux un conseil, trouve-toi une femme de vraie, une qui te donne un héritier. Ces cuisinières de village, ça veut que la soupe et le lit. » Antoine serra les dents, ne répondit rien. Il paya l'addition et sortit, le cœur serré, honteux et en colère mêlée. De retour à la ferme, dans la solitude de sa chambre, Antoine passa des heures à fixer le plafond, se demandant s'il avait vraiment le droit de rêver à une vie différente. Une vie où il ne serait plus défini par ce qu'il n'avait pas. Mais le regard de Marie, si vivant, revenait sans cesse hanter son esprit. Un regard qui ressemblait au refrain d'une chanson oubliée. Et au fond de lui, Antoine commençait à soupçonner que la vie lui préparait une récolte inattendue, pour celui qui avait cessé d'espérer. Le matin se leva timidement, enveloppant les champs d'une brume légère. Marie entra dans la cuisine, un seau de légumes frais à la main. Antoine, assis à table avec son café noir, la regarda en silence. Chacun de ses gestes semblait porter une grâce simple, une vérité rare. « J'ai cueilli de la laitue et du chou du potager du bas », dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier, bien frais. Antoine acquiesça, un mince sourire aux lèvres. « On va manger du vrai aujourd'hui, alors. » Marie éclata de rire. Ce rire léger, sans détour, remplit la pièce comme une musique oubliée. Pour un instant, Antoine ne fut plus l'homme muré dans son silence, mais un homme ordinaire, capable d'éprouver une joie simple. Il y avait entre eux quelque chose de fragile, presque imperceptible, mais bien là. Dans les jours qui suivirent, Marie prit doucement possession de la maison. Elle réorganisa la réserve, remit en état l'ancien poulailler, planta un carré d'herbe derrière la cuisine. Elle faisait sans demander, mais toujours avec cette douceur ferme qui désarmait. Un après-midi, alors qu'elle coupait des légumes, un incident survint.
Antoine entra sans faire attention et la heurta accidentellement alors qu'elle portait une casserole d'eau chaude. L'eau se renversa partiellement au sol, provoquant un sursaut. « Je suis désolé !» s'exclama-t-il, tentant de l'aider. Trempée, Marie éclata de rire. Un rire vrai, sans colère. Antoine, gêné, se mit à rire à son tour, se sentant soudain ridiculement jeune. « Vous allez me virer maintenant ?» plaisanta-t-elle, les yeux pétillants. « Te virer, non, mais t'offrir un nouveau tablier, sûrement. » Ce fut un moment banal, mais tout changea à partir de là. Une barrière invisible entre eux commença à tomber, pierre après pierre. Antoine trouva de plus en plus de prétextes pour passer par la cuisine. Parfois, pour poser des questions absurdes sur le dîner. D'autres fois, juste pour la voir fredonner en pétrissant le pain. Leurs échanges devinrent plus personnels. Antoine parla de la ferme, de son père sévère, des champs qu'il avait labourés. Marie lui raconta son enfance à Saint-Lys, de sa mère veuve, de ses prières et de ses recettes partagées à la lumière d'une lampe à pétrole. Un soir, sous un ciel étoilé, ils partagèrent une bouteille de café sur la terrasse. Marie lui demanda d'une voix douce, « Patron, vous n'avez jamais pensé à vous marier ?» La question, simple, le frappa en plein cœur. Il mit un moment avant de répondre, la voix lourde, « J'y ai pensé, oui. Mais certaines choses ne sont pas faites pour ceux qui ne peuvent pas tout offrir. » Marie hocha simplement la tête, respectant son silence. Certaines douleurs ne demandent pas de mots, juste une présence. Et pourtant cette question resta dans l'air, comme une graine portée par le vent, attendant de trouver sol fertile. Antoine, sans s'en rendre compte, commençait à dépendre de cette lumière discrète que Marie apportait. Et sans qu'il ne le sache, l'histoire que tous à Bellefontaine croyaient écrite était sur le point de prendre un nouveau tournant. L'hiver s'installait, timide mais mordant, tandis que la chaleur silencieuse entre Antoine et Marie ne cessait de croître. Les matins se rythmaient de petits rituels, le café partagé, les regards complices, les discussions sur tout et rien. Un après-midi, Marie préparait des petits pains au fromage. L'odeur riche embaumait chaque recoin de la maison. Antoine, attiré comme un gamin, apparut dans l'embrasure de la cuisine, bras croisés. « Si tu continues comme ça, je vais finir aussi rond qu'un cochon de concours », lança-t-il avec un sourire. Marie, sans se retourner, répliqua en riant « Un homme de ferme a besoin de force, Antoine. » « Oh, dis plus patron, dit Antoine, répondit-il, surpris lui-même par la légèreté de sa demande. Elle lui sourit. D'accord, Antoine. Pour la première fois depuis longtemps, il entendit son prénom sans jugement, sans passé, juste comme il était, un homme simple, avec ses douleurs et ses espérances. Plus tard ce soir-là, un autre silence envahit la maison. Pas celui de l'habitude, mais un silence dense, chargé de mots retenus. Assis côte à côte sur la terrasse, chacun avec sa tasse de café, ils observaient les étoiles. Le chant des grillons formait une mélodie douce et mélancolique. Antoine prit la parole. « Marie, tu sais que je ne peux pas offrir tout ce qu'une femme mérite. » Elle tourna doucement la tête vers lui, éclairée par la faible lueur de la lanterne. « Et c'est quoi? Tout, Antoine. » Il inspira profondément. « Des enfants, un nom, un avenir. » Mon sang est sec, Marie. J'ai essayé, prié, et consulté. Rien. Marie ne répondit pas tout de suite. Elle laissa le poids de ses mots se déposer, puis dit calmement, « Un enfant, c'est un don, pas un devoir. Et une famille, on la construit de bien des façons. » Antoine la regarda, surpris par la simplicité de sa réponse. Dans ses yeux, il lut l'acceptation, pure et entière. Quelques jours plus tard, alors qu'il aidait sa mère à trier de vieux meubles, Antoine découvrit un reliquaire en bois. À l'intérieur, une vieille photo de ses grands-parents, jeunes et pleins d'espoir. Il resta figé devant l'image, jusqu'à ce qu'Odile s'approche. « Ton grand-père pensait, lui aussi, qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant, » dit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. Ils ont attendu des années. Et un jour, quand ils n'attendaient plus, ton père est arrivé. Antoine sourit tristement. Les miracles, ça ne se répète pas, maman. Odile posa une main sur son épaule. Le miracle, c'est juste un mot qu'on donne à ce qu'on ne comprend pas.
Ce soir-là, poussé par un courage inattendu, Antoine invita Marie à dîner dans la salle principale, pièce délaissée depuis la mort de son père. Une table simple, des bougies de fortune, un poulet rôti au centre. Marie entra, robe bleue modeste, cheveux lâchés. À la lueur vacillante, elle paraissait presque irréelle. Antoine, debout, tira la chaise. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux offrir. » Ils parlèrent, rirent, partagèrent des souvenirs, rêvèrent à voix basse. Puis Antoine, la gorge nouée, tendit la main. « Marie, je n'ai pas grand-chose, mais voudrais-tu partager cette grande maison vide avec moi ?» Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait cru que même le vent s'était arrêté pour écouter. Marie sourit, un sourire paisible, chargé de foi. Elle prit la main d'Antoine entre les siennes et répondit « Je n'ai pas besoin d'une maison pleine, Antoine, juste d'un cœur capable d'aimer. » Et c'est là, dans cette simplicité vraie, que leur destin bascula à jamais. Le mariage fut discret, presque secret, mais il résonna comme un coup de tonnerre à Bellefontaine. Un dimanche matin, sous un ciel limpide comme une bénédiction, Antoine et Marie échangèrent leurs vœux dans la petite chapelle de Saint-Aubin, devant quelques amis fidèles et de nombreux curieux. Le village entier avait un avis sur cette union. Certains chuchotaient qu'Antoine avait perdu la tête en épousant une simple cuisinière. D'autres, entre deux gorgées de vin rouge à l'auberge, déclarèrent que même les grands fermiers plient devant la chance. Devant l'église, deux hommes murmuraient « Elle est maligne, la fille. Elle a attrapé le plus riche du coin. Elle devait y penser dès son arrivée. » « Si elle lui donne un héritier, elle deviendra la reine de Bellefontaine, » répondit l'autre, ricanant. Ces paroles, Antoine les sentit comme des pierres jetées dans un puits, mais lorsqu'il vit Marie apparaître, dans une robe blanche simple, une couronne de fleurs dans ses cheveux sombres, tout le reste s'effaça. Elle rayonnait d'une sérénité qui les protégeait de toute méchanceté. Durant la cérémonie, le vieux curé à la voix rauque dit clairement « L'amour n'est pas ce que l'on donne ni ce que l'on reçoit. L'amour, c'est ce qu'on choisit de construire ensemble, même quand la terre semble stérile et les jours trop longs. » Antoine serra la main de Marie. Il ne doutait plus. Il voulait écrire une nouvelle histoire avec elle. Après la messe, peu osèrent les féliciter. Odile, le visage grave, fut l'une des premières à les embrasser. Elle murmura à leur oreille « Que Dieu bénisse ce que votre courage a commencé. » La réception eut lieu à la ferme de l'Espérance. Pas de fanfare, pas de luxe, juste une table généreuse, garnie de plats préparés par Marie et quelques femmes du village. Certaines, en silence, admiraient déjà la force tranquille de la nouvelle maîtresse des lieux. Antoine, peu à l'aise avec les fêtes, resta près de Marie, observant chaque détail, chaque sourire. En fin d'après-midi, ils s'assirent dans la cour, sur des chaises en osier. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il presque inquiet. Marie posa sa tête sur son épaule et répondit tout bas, « Heureuse comme quelqu'un qui plante l'espérance et voit la première fleur éclore. » Le vent souffla doucement, mêlant l'odeur de la terre mouillée à celui du gâteau de maïs que les enfants mangeaient en riant. La nuit fut longue et silencieuse. Dans la grande maison, Marie et Antoine partagèrent plus que le lit, leurs doutes, leurs espoirs. Il n'y avait pas de grandes promesses, juste l'engagement, sincère, de tenter. Et tous deux savaient, sans le dire, que la vie à venir serait un combat quotidien, contre les jugements, contre les silences, et parfois contre leurs propres peurs. Sous le ciel étoilé de Bellefontaine, le monde continuait son chemin, indifférent aux petits miracles qui naissaient entre ces murs anciens. Les mois suivants furent une période d'adaptation. Marie, désormais dame de la maison, s'imposa avec douceur, sans jamais forcer. Antoine, quant à lui, découvrait un homme qu'il ne reconnaissait pas, plus léger, plus souriant, même si, au fond, il portait encore cette peur muette de ne jamais pouvoir offrir à Marie ce qu'elle méritait. C'était un matin brûlant de juillet. Marie lavait du linge dans le bassin de pierre derrière la maison quand elle fut prise d'un vertige soudain. La vue brouillée, elle dut s'appuyer au rebord pour ne pas tomber. Antoine, qui revenait de l'étable, vit la scène et accourut. « Ça va ?» demanda-t-il inquiet. « C'est juste la chaleur, Antoine. Rien de grave.
répondit-elle, tentant de minimiser. Mais Antoine n'était pas dupe. Il connaissait les signes de la terre, et il sentait que quelque chose échappait à la routine. Le lendemain, il insista pour aller en ville consulter le docteur Valdemar, le seul médecin de Bellefontaine. Dans la petite salle d'attente, aux murs couverts de vieilles photos et à l'odeur d'éther, il patientait en silence. Quand enfin ils furent appelés, le docteur examina Marie avec soin. Après quelques minutes, il posa son stéthoscope, se redressa et déclara avec un sourire discret « Félicitations, monsieur Delmas. Madame est enceinte. » Le silence qui suivit fut total. Antoine cligna plusieurs fois des yeux, comme si les mots n'avaient pas de sens. Marie porta ses mains à sa bouche, les yeux pleins de larmes. « Vous voulez que je répète ?» dit le médecin, mi-amusé. « Vous allez avoir un enfant. » Les jambes d'Antoine fléchirent, et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le noir. Il se réveilla quelques minutes plus tard, allongé sur un divan d'appoint, Marie lui éventant doucement le visage avec un morceau de carton. « Te voilà réveillé, Antoine. Prépare-toi, » dit-elle, les yeux brillants d'émotion. Le chemin du retour se fit en silence, mais un silence chargé de promesses, de peur et d'une joie si profonde qu'elle en paraissait sacrée. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les mêmes qui avaient ricané, maintenant murmuraient, bouche bée, enceinte. Mais on disait qu'il était stérile. Le miracle serait-il descendu à l'espérance? À l'épicerie, à l'église, dans les ruelles, chacun avait sa théorie. Certains parlaient de sortilège, d'autres d'adultère. Mais il y avait aussi ceux qui, à voix basse, évoquaient la foi, les promesses tenues, les miracles réservés à ceux qui gardent l'espérance au fond du cœur. Antoine et Marie, eux, s'étaient repliés dans leur cocon. La grossesse se déroula calmement, malgré les commérages et les regards en coin. Chaque semaine, Antoine voyait le ventre de Marie s'arrondir. Et avec lui, grandissait quelque chose de précieux, une certitude muette que cet enfant serait le leur, envers et contre tout. Une nuit de septembre, Marie entra en travail. Antoine, affolé, courut chercher la sage-femme Madame Eugénie, qui arriva avec sa valisette et son calme de toujours. À l'aube, alors que le soleil dormait encore derrière les collines, le premier cri retentit. Un garçon fort, au regard vif, entra dans le monde avec toute la bravoure de ceux qui bouleversent le destin. Quand Eugénie tendit l'enfant à Antoine, il pleura, sans retenue. Il pleura pour cette terre enfin féconde, pour l'espérance revenue, pour ce miracle qu'il n'attendait plus. Tenant le nouveau-né contre lui, Antoine demanda à Marie, « Il a un nom, notre miracle ?» Marie, épuisée mais radieuse, répondit d'une voix rauque, « On l'appellera Jean, comme ceux qui ouvrent le chemin. » Antoine embrassa le front de son fils, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit complet. Sous le ciel encore endormi de Bellefontaine, ce n'était pas seulement un enfant qui venait de naître, c'était une nouvelle histoire. Les mois qui suivirent la naissance de Jean apportèrent à la ferme de l'Espérance une vie qu'Antoine n'aurait jamais imaginée. Les pleurs du bébé, les pas précipités dans la maison, les rires de Marie berçant son enfant, tout cela composait une nouvelle musique, douce et inattendue. Antoine, autrefois rigide comme les sillons de ses chants, se découvrait en père maladroit mais émerveillé. Il changeait des couches, bricolait des jouets en bois, chantait de vieilles complaintes pour endormir Jean. Chaque sourire de son fils était un diplôme, chaque rire, une médaille invisible. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. 2 ans plus tard, alors que Jean courait déjà dans les couloirs de la grande maison, Marie ressentit à nouveau ces mêmes vertiges annonciateurs. Antoine, toujours prudent, préféra ne pas espérer trop tôt, mais la confirmation ne tarda pas. Marie était enceinte une seconde fois. Cette fois, Antoine ne s'évanouit pas, mais il vacilla tout de même. Le médecin, habitué maintenant, se contenta de lui tapoter l'épaule avec un sourire. « Il va falloir vous y faire, mon vieux. » Quand la petite fille vint au monde, des yeux pétillants, des cheveux bruns comme la terre après la pluie, Antoine sembla rajeunir de 20 ans. Ils la baptisèrent Marianne, un prénom choisi par Marie, en hommage à une ville des promesses enfouies sous la pierre et la foi. Le temps filait, rapide comme un torrent d'automne.
Avec Jean et Marianne jouant dans la cour, la ferme respirait à nouveau. Même les vaches semblaient plus charnues, le maïs plus doré, le ciel plus vaste. Puis, comme un chapitre inattendu, arriva la 3e grossesse. Odile, qui vieillissait en voyant la maison refleurir, répétait à qui voulait l'entendre. « Antoine, c'était la terre sèche, disait-il. Eh bien, Dieu lui a envoyé 3 rivières. » Le 3e enfant, baptisé François, naquit une nuit d'orage. Les éclairs dansaient sur les collines comme des tambours célestes. Antoine, désormais aguerri, aida Madame Eugénie avec des gestes sûrs et les yeux embués. François était petit, mais costaud. Il naquit le poing fermé, comme s'il était prêt à conquérir le monde. Avec 3 enfants remplissant la ferme de vie, Marie et Antoine vivaient un tourbillon de rires, de cris, de taches de confiture, de bêtises adorables. Le travail, qui autrefois pesait lourd, était devenu un défi joyeux. Chaque jour, une aventure. Jean essayait de monter seul à cheval. Marianne dessinait sur les murs au charbon. François rampait jusqu'au poulailler. À Bellefontaine, la famille fascinait. Certains parlaient de miracles, d'autres de chance. Les plus médisants chuchotaient encore, mais même les plus sceptiques devaient admettre la ferme de l'Espérance avait ressuscité. Un dimanche après-midi, regardant ses enfants courir après les poules, Antoine dit à Marie, un sourire fatigué mais ému aux lèvres, « Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé ça. » Marie, les mains pleines de terre, les cheveux au vent, répondit, « Et on ne fait que commencer, Antoine. » Et dans ce regard échangé, ils surent qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour traverser les tempêtes, un amour simple, un courage silencieux, et cette foi qui transforme les déserts en jardins. Mais à Bellefontaine, la vie heureuse d'autrui est toujours sujette à discussion. Les rumeurs commencèrent doucement, comme un vent sournois avant l'orage. À l'épicerie d'Henri, entre 2 verres de prune, on entendait « C'est trop de miracles pour être vrai ». Et si ces enfants n'étaient pas les siens, personne ne disait rien en face. Mais Antoine sentait une poignée de main molle ici, un sourire figé là, un regard qui se détourne trop vite. C'était une poussière fine, insidieuse, qui s'infiltrait dans les moindres recoins. Le détonateur arriva un samedi matin. Antoine était à l'épicerie avec Jean, venu acheter des bonbons. Alors qu'il choisissait quelques sucreries, il surprit 2 femmes murmurant derrière le comptoir. S'il est stérile, alors d'où ils sortent, ces gosses? On dit qu'elle avait déjà un amant, la cuisinière, avant lui. Antoine se figea, un nœud dans la gorge. Il prit Jean dans ses bras et quitta la boutique sans un mot, laissant derrière lui les regards curieux et les mots empoisonnés qui tournaient en boucle dans sa tête. Ce soir-là, la maison était lourde. Marie tenta de faire la conversation au dîner, mais Antoine répondait à peine, absent, la tête ailleurs. Après avoir couché les enfants, Marie s'installa sur la terrasse. Antoine y était déjà, regard perdu dans le ciel sans étoiles. Le vent nocturne portait une odeur de terre mouillée. « Qu'est-ce qu'il y a, Antoine ?» demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. Il mit du temps à répondre. Quand enfin il parla, sa voix était rauque. « Les gens parlent, Marie. Ils disent que les enfants ne sont pas de moi. » Marie resta silencieuse, un silence comme une lame. Puis elle se leva lentement, se plaça face à lui. « Et toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Toi aussi, tu le crois ?» La question plana comme un couperet. Antoine la regarda. Cette femme qui avait changé sa vie, rempli leur maison de lumière. Il vit la douleur dans ses yeux, la même douleur que lui-même avait souvent ressentie. « Je ne sais plus quoi penser », avoua-t-il brisé. Marie recula, blessée. Elle croisa les bras, fixa le sol. « Si tu ne sais pas, alors tu n'as jamais vraiment cru en nous. » Il voulut se lever, dire quelque chose, mais elle était déjà rentrée, le laissant seul, avec ses doutes. Antoine ne dormit pas cette nuit-là. Il tourna en rond, le cœur déchiré, écoutant la pluie tambouriner sur le toit, cherchant des réponses à des questions qui, au fond, n'auraient jamais dû être posées. Pendant ce temps, Marie pleurait en silence, serrant ses enfants contre elle, et dans son cœur, elle jura de ne pas laisser le venin du monde détruire ce qu'ils avaient bâti avec tant d'amour. Sans le savoir, ils étaient à la veille d'une vérité.
Une révélation qui guérirait ou briserait à jamais. C'est Odile, attentive au silence plombé de la maison, qui décida d'intervenir. Elle appela Antoine derrière la grange, sous l'ombre tranquille d'un vieux noyer. « Mon fils, tu creuses ta propre tombe avec ces doutes, » dit-elle en le fixant droit dans les yeux. « Mais maman, comment savoir ?» répondit Antoine, la voix pleine d'angoisse. « Tout le monde parle. Et si c'était vrai ?» Odile croisa les bras, prit une grande inspiration, puis lança. « Tu crois vraiment que Dieu se moquerait de toi comme ça? Tu penses que cette femme, qui a tout quitté pour vivre ici, dans ta ferme, dans ta vie, t'aurait menti ?» Ces paroles tranchèrent plus net qu'une faucille. Antoine resta figé, ravalant sa honte. « Parfois, » continua Odile, « les miracles arrivent quand on n'y croit plus. Mais pour les voir, faut avoir la foi. Sans foi, même un miracle devient un doute. » Antoine ne répondit pas. Il baissa simplement la tête, réduit au silence par la sagesse rugueuse de sa mère. Plus tard, alors que Marie étendait le linge sous le ciel d'automne, Antoine s'approcha, mal à l'aise. « Marie, » murmura-t-il. « J'ai fauté. » Elle ne se retourna pas. Elle continua à pendre une petite chemise de François. « Tu as fauté, oui, » répondit-elle calmement, sans colère, mais avec une immense tristesse dans la voix. « J'ai laissé les paroles des autres s'infiltrer ici. Douter de toi, c'était douter de tout ce qu'on a bâti. » Enfin, elle se tourna vers lui, les yeux humides. « J'ai fait une promesse, Antoine, avant même de venir ici. J'étais allé au sanctuaire de Notre-Dame des Grâces, à Saint-Ly. Je me suis agenouillé sur la pierre froide. J'ai prié pour une famille, pour un endroit où élever mes enfants dans l'amour. Et j'ai promis que, si j'y parvenais, je consacrerais chaque jour de ma vie à cette bénédiction. » Elle sortit un petit médaillon en bois, poli par les années. « Je le porte depuis ce jour-là, » dit-elle, le mettant dans la main d'Antoine. « C'est ma foi qui a amené nos enfants, rien d'autre. » Antoine serra l'objet contre sa poitrine. Les larmes qu'il avait contenues trop longtemps coulèrent enfin. Il tomba à genoux sur la terre battue, entourant Marie de ses bras. « Pardonne-moi, je suis un imbécile. Tu es le plus grand miracle que cette terre ait connu. » Marie, émue, s'agenouilla à son tour et l'enlaça fort. Dans cette étreinte, Antoine comprit que ce qui les unissait dépassait le sang, les commérages, les doutes. C'était une foi bâtie sur l'amour, la persévérance, l'espérance. Le vent souffla doucement dans la cour, faisant danser les vêtements étendus comme des drapeaux de victoire silencieuse. Et la ferme de l'espérance, une fois de plus, tenait bon. Les années passèrent comme une rivière paisible. La ferme de l'espérance prospéra comme jamais. Jean-Marianne et François grandirent, forts, sains, pleins de cette vivacité qu'on croirait puiser directement dans la terre, qu'on disait autrefois stérile. Antoine, désormais grisonnant, gardait les mains fermes, les gestes sûrs. Il observait ses enfants courir dans les champs qu'il avait un jour labourés seuls. Marie, toujours à ses côtés, portait encore dans son regard la même paix lumineuse du premier jour. Même Bellefontaine avait changé. La ville, qui autrefois murmurait dans les coins, racontait maintenant leur histoire comme une légende. Une preuve que les miracles arrivent à ceux qui osent y croire. Un après-midi, sur la grande terrasse en bois, Antoine lisait un vieux roman quand Jean, devenu un jeune homme au regard franc, vint s'asseoir près de lui. « Papa, tu sais ce que j'ai décidé ?» demanda-t-il. « Dis-moi, mon fils, » répondit Antoine, refermant doucement son livre. « Je veux rester ici, m'occuper de la ferme, continuer ce que toi et maman avez commencé. » Antoine sentit un nœud dans la gorge, lui qui avait tant craint de ne rien transmettre. Voilà que son fils demandait à porter le flambeau. « Tu sais que ce n'est pas facile, Jean, » dit-il, la voix tremblante. « La terre, ça demande plus que de la force, ça demande de l'amour. » Jean sourit, un sourire simple, puissant, hérité de générations silencieuses. « C'est ce que tu m'as appris, papa. L'amour de la terre et l'amour de la famille. » Ce soir-là, dans le salon chauffé par le feu de bois, les trois enfants rendirent hommage à leurs parents. Marianne avait cuisiné un gâteau de maïs elle-même. François, désormais adolescent, joua quelques anciennes ballades au violon, celles qu'Antoine chantait autrefois.
Quand les enfants montèrent se coucher, Antoine et Marie restèrent seuls sur la terrasse, à contempler les étoiles. « Tu te souviens, Marie ?» murmura-t-il en lui serrant la main. De quand tout semblait impossible. Elle sourit, posant sa tête contre son épaule. « Dieu écrit droit avec des lignes qu'on ne comprend pas, Antoine. » Le vent leur apporta le parfum de l'herbe mouillée et le chant discret des grillons. Une paix profonde les enveloppa, comme une étreinte offerte par la terre elle-même. Quelques jours plus tard, en rangeant de vieux papiers dans le grenier, Marianne découvrit une boîte oubliée. À l'intérieur, des lettres, des photos, des souvenirs. Tout au fond, une lettre d'Odile, jaunie par le temps. « Mon fils, je sais qu'un jour, tu comprendras que l'amour véritable ne dépend pas du sang qui coule dans nos veines, mais de celui qu'on s'aime dans l'âme. J'ai toujours su que tu aurais la famille que tu mérites. Peut-être pas comme les gens l'imaginaient, mais de la plus belle manière qui soit, par l'amour. » Antoine lut ces mots, les yeux pleins de larmes. Marie, à ses côtés, lui prit la main, et il sut à cet instant qu'il avait accompli sa mission, non pas comme le fermier stérile dont tout Bellefontaine se moquait, mais comme l'homme qui fit fleurir sur une terre sèche le plus beau des jardins. Et tandis que les étoiles brillaient dans le ciel noir de Bellefontaine, l'espérance continuait de vivre, dans chaque souffle, dans chaque cœur qui un jour oserait encore croire.